Иосиф Бродский, бабочка. Сказать, что ты мертва, но ты жила лишь сутки, как много грусти в шутке Творца. Едва могу произнести «жила». Le papillon Tabula lunae cassini est, à l'origine, un papillon sélénite extraterrestre, capable de vivre en milieu hostile et sans oxygène. Un couple d'individus particulièrement robustes s'est introduit dans la capsule de la mission Apollo 11 le 21 juillet 1969. De retour sur notre planète, des conditions de vie beaucoup plus clémentes lui ont permis de coloniser l'ensemble des terres émergées. Il n'est pas rare d'admirer la Sélénée de Cassini, accrochée tête en bas pour dormir, à un rayon de lune. Le papillon, en fait, c'est venu de ce bouquin-là aussi, d'une carte. Il faut que je la retrouve. Et c'était superbe. C'est-à-dire, on peut pas rendre compte de tout. C'est quand même fait pour aiguiser la curiosité des personnes qui vont voir l'exposition, leur donner envie de découvrir des œuvres. Tu vois, ça va être très beau là, pour pouvoir inscrire la rivière dans l'aile du papillon. D'ailleurs, c'est assez beau parce que tu vois, c'est comme si ça papillonnait. Hein. Alors, l'animal dépend du végétal. C'est le végétal qui prime. Mais la grande philosophie extraordinaire qui est aussi un point de vue, on va dire, biologique, hein, de Emmanuel Ecocha, c'est que tout part de la lumière du soleil. Et que toute la matière du monde est susceptible d'être vivante, même le métal de ce couteau, puisqu'on a du fer dans le sang. Le monde est tout d'abord une réalité végétale. C'est seulement parce qu'il est un jardin que nous pouvons y vivre. Mais si le monde est jardin, ce n'est pas parce que les plantes en constituent le contenu privilégié. C'est au contraire parce que ce monde est fait, fabriqué par les plantes. Elles en sont donc les jardiniers. Ce sont elles qui font ce monde, ce sont elles qui maintiennent ce monde en vie. Nous, les hommes, ainsi que tous les autres animaux, nous sommes l'objet de l'action du jardinage cosmique des plantes. Nous sommes seulement l'un de leurs nombreux produits culturels. Nous sommes l'un des innombrables objets de leur agriculture. Les plantes ne sont pas le paysage. Elles sont les premiers paysagistes. Pourquoi ils nous fascinent? Déjà parce qu'ils volent. On est capable de voler, je crois que c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que c'est beau. Un papillon, c'est toujours très beau. Même les papillons de chou, les fameuses pierrides, sont quand même des papillons assez extraordinaires. Puis, dans nos pays, en plus, dans les pays tempérés, c'est toujours le printemps, l'été, c'est le renouveau de la nature, c'est la vie qui revient. Donc, il y a plein de choses qui nous donnent envie de s'intéresser à ces papillons. Et les enfants courent toujours après les papillons. Oui, c'est la vie, ça. Les papillons, c'est vraiment la vie. Spatium vicinatis. Intervertis qu'ils sont. Intervertis qu'ils étaient. Ah bah Lucio Fontana, voilà. Il n'y a aucune fantaisie dans ce que vous voyez là, en ce qui concerne les noms. Il se réfère soit au nom de l'artiste, Ouais. soit au nom de l'œuvre, Ouais. soit à l'endroit où se situe l'œuvre. Hein.
L'erratique azuréen, bon, parce que l'erratique c'est le vol erratique, mais azuréen parce que voilà, ce sont les avions présentés par Alighiero et Boetti en aquarelle, etc. Là, l'emblème des frontières. Cabin crew, please take your seat for takeoff. Thank you. L'intérêt du volet art science, c'est qu'on est aussi dans le domaine artistique et dans le domaine scientifique. Donc la proposition justement de Fabrice de travailler sur les papillons à partir de papillons, de formats de papillons, de contours de papillons réels, c'est très séduisant. Ça reste beau, ça interroge. Il y a la question de la dénomination des papillons aussi, c'est intéressant, de voir la façon dont on nomme les papillons. Et ça reste très très beau et ça donne envie effectivement de voir un peu plus près les papillons en la matière. Oui. Et après, alors là par exemple, c'est le tableau de Caravage où on voit le tricheur avec au jeu de cartes. À rayures. Le tricheur à rayures parce qu'il a une veste à rayures. Donc tu vois, la vanité des corbeilles, c'est la corbeille de fruits. La corbeille de fruits tavelée, les fruits abîmés avec la fameuse feuille de figuier desséchée. Et ça, c'est de Caravage aussi. Donc une vanité, donc c'est la vanité des corbeilles, voilà, etc. Tu vois. Tout comme par exemple Bia, c'est véritablement un nom de genre de papillon, mais Yémis, c'est donc de l'hiver, donc c'est le frimat du Louvre parce que ça se situe au Louvre. C'est un tableau de Arcimboldo. Vous voyez. Et l'enfant demande: à quoi sert-il le papillon si ce n'est la beauté? La beauté pure, la beauté qui saute d'ouvrage en ouvrage du monde et les honore de sa présence et de sa présence en leur étant présente, simplement présente, en donne tout le sens. À quoi sert-il si ce n'est d'être beau? D'être beau et de nous dire que la terre gravit les marches de l'image vers le ciel et que le ciel s'en revient nourrir chaque grain de chaque chair d'humus. Quand on rentre dans ton univers, sur chacun des papillons, là, on dit « Oh là là, ça c'est formidable ». Mais encore faut-il pouvoir rentrer dans ton univers, tu vois. Parce que les clés, pour moi, elles ne sont pas faciles à trouver, quoi. Tu as une façon de travailler qui est celle de t'investir dans le récit. Il y a des petites étiquettes qui sont posées sous chaque papillon. Mais ces étiquettes, quand tu les regardes, et quand tu regardes les papillons, te proposent avant tout un rébut, une énigme. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il faut qu'on arrive à ouvrir la porte du labyrinthe que tu proposes pour comprendre le sens de l'énigme. Et alors, c'est très intéressant, parce que le papillon a cette propension de trouver une façon de vivre, d'écrire le moment de vie dans la mimésis. Alors moi, ça m'intéresse forcément au premier plan, parce que la mimésis, c'est un des atouts, un des points fondamentaux du travail de comédien. Alors, le mimétisme des papillons, c'est vraiment une chose assez fabuleuse. C'est
ce témoin de l'évolution qui fait que le papillon arrive à se confondre dans l'environnement où il est. Il y a des exemples absolument fantastiques où il est pratiquement impossible de détecter le papillon dans son environnement. Je pense aux papillons feuilles mortes, je pense à ceux qui simulent une tête de serpent, par exemple, pour éloigner les prédateurs. Comment cette évolution a pu produire des choses aussi extraordinaires. C'est ça qui est fabuleux. Alors le papillon, d'abord parce que quand j'étais petit et que je marchais ou je courais dans les champs, à chaque pas, il y avait une myriade d'insectes qui s'envolaient ou qui sautaient comme les sauterelles. Et puis parce que le papillon, c'est la beauté, c'est l'éphémère, c'est la légèreté. C'est un insecte qui représente l'âme chez les Grecs. C'est un animal qui parle énormément à l'imaginaire et au rêve. Alors, ce qui est beau comme image, c'est que si l'on écrit sur les ailes des papillons, ce que finalement tu as fait, parce que ce sont des récits à chaque fois qui ont toute une dramaturgie, le papillon non seulement peut pratiquer cette mimésis, mais après il s'envole et il emmène avec lui ce qui a été dessiné ou ce qu'il s'est dessiné lui-même sur ses propres ailes. Mais là j'ai l'impression d'avoir la métaphore de l'artiste finalement. C'est que, qu'est-ce que l'artiste ? Il regarde le monde, il s'imprègne du monde, il le transforme, il propose une image, là c'est sur les ailes des papillons, et puis après il s'envole. Il va dans les musées faire des expos, il fait des catalogues, etc. C'est une très belle métaphore de l'artiste que tu es en train de proposer. Jeudi, mendiant d'amour, décadence, appel de la chair, mendiant d'amour, jeudi, mendiant d'amour, décadence, animalité, besoin d'être en contact, je dis, mendiant d'amour. Ces animaux que tu as refabriqués, ce sont des papillons qui nous racontent que si on veut voir la nature, on est obligé d'en ressentir les effets. Mais ces effets ont été retravaillés par les gens qui ont mimé la nature, que ce soit le mime Marceau, qui fait le papillon, mais aussi les peintres, qui vont nous donner à voir, la nature et nous la faire comprendre aussi. Ils vont nous donner des clés qui ne sont pas forcément les clés des scientifiques. Mais au bout du compte, tout doit se rejoindre. Il ne faut pas que l'un évacue l'autre. Et je pense que c'est un peu la proposition que tu fais aussi. Tu vois, il va falloir qu'on puisse les mettre en forme. C'est ça qui donne une petite véracité quand même. Ouais. Voilà. Il faut que ça prenne un peu la lumière. Bon bah c'est bien. Il est beau celui-là aussi. Tu vois, c'est bien, c'est très bien ça. Il y a une belle continuité. Ça c'est très beau aussi. Hein. Les petits vers là. Et ça aussi le corps, tu t'es amusé tout plein là.
Regarde, par exemple, tu vois, par rapport à celui-là, la soudure, là, elle était évidente. Tu vois, entre l'abdomen, même celui-là d'ailleurs, entre l'abdomen et le torse. Mais bon, c'est ça qui est bien, c'est que ce sont des papillons de fantaisie, quand même, aussi. On pense toujours aux papillons, bien sûr, hein, quand on parle de métamorphose, parce que c'est tellement fabuleux de passer de ce stade de chenille à ce stade ailé, volant, que c'est un miracle quelque part de la nature. C'est ça qui est fabuleux dans cette évolution, les formes qui ont pu être dégagées par ce hasard dans l'expression des gènes, c'est fabuleux. Alors chez les papillons, on a un développement, un cycle en plusieurs stades. La femelle va pondre un œuf sur une plante. Certaines plantes sont spécifiques à certaines espèces de papillons. De cet œuf va sortir ce qu'on appelle une larve, une chenille plus particulièrement pour le papillon, et elle va former une chrysalide au sein de la plante. La chrysalide, c'est un moment où le papillon, en tout cas l'espèce, est complètement figée sur la plante et donc potentiellement aussi fragile. Au sein de la chrysalide, on peut observer en fait les futures formes du papillon. Quand la chrysalide va grandir, on va voir les ailes se dessiner. Pour certaines familles de papillons, on va voir la trompe se dessiner, etc. Les yeux apparaître. Donc c'est vraiment un moment charnière où la chenille va passer à l'état de papillon et va complètement se métamorphoser. C'est un peu le moment magique que tout le monde attend. Il faut vraiment connaître ces êtres qui sont autour de nous. Donc, c'est quoi un papillon? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, connaître toutes les phases, toutes les choses dont elle est capable. Parce que c'est vraiment par la connaissance qu'on arrive après à imaginer des choses qu'on peut faire ensemble et des choses qu'on peut demander à ces êtres de faire pour nous, quelque part. Chez les papillons, la couleur des ailes, c'est quelque chose qui est toujours en cours de recherche. On sait que la plupart des papillons, les écailles sont colorées, c'est ce qu'on appelle une coloration chimique, qui vont se dégrader à la lumière. Chez d'autres espèces de papillons, comme le morpho, les écailles ne sont pas colorées, elles ont une forme particulière, elles sont transparentes, elles n'ont pas de couleur chimique, mais c'est la forme qui va être caractéristique. C'est la façon dont arrive la lumière sur cette écaille qui va leur donner une couleur particulière. Et j'aime cette idée du collectif, mais là, il est vrai que c'était plutôt des collaborations d'assistants et d'assistantes auxquelles j'ai fait appel, plutôt qu'une œuvre collective. Là, c'est vraiment un projet que je peux qualifier de personnel, mais j'ai eu plaisir et j'ai voulu faire participer des amis pour arriver à une certaine qualité à laquelle je ne pouvais pas prétendre moi-même. Certaines espèces de papillons, certaines familles de papillons ont des capacités génétiques à muter régulièrement et donc à faire varier en fait les colorations sur leurs ailes. Et cette capacité-là fait qu'il y a un brassage génétique qui est très important. De sélection comme ça en sélection, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. On va avoir des générations de papillons qui vont avoir des critères qui sont faits en fonction de leur environnement, mais surtout aussi en fonction des différents types de prédateurs qui sont autour d'eux. J'ai imaginé que des papillons puissent, puisque nous ne sommes pas leurs prédateurs, nous ne les mangeons pas, mais nous sommes les agents de leur extinction, qu'ils puissent se dire, on va essayer de les séduire, ces êtres humains, puisqu'ils aiment l'art. On va se poser subrepticement sur les pages des livres qu'ils adorent, qu'ils dégustent, avec des belles images de reproduction d'art, etc. Et puis comme ça, hop, on va essayer d'imiter pour que, à tout moment, ils puissent finalement nous accepter comme étant les messagers de la création artistique. On retrouve quand même cette démarche un peu de collectionneur chez les naturalistes aussi. C'est pas pour rien que quasiment on a plus de 500 000 spécimens d'insectes. Il y en a au moins la moitié qui sont des papillons. Donc c'est pas un hasard, c'est parce que aussi c'est un animal qui attire naturellement. Pour moi, c'est une forme de réparation. L'espèce humaine abîme terriblement la planète. Je suis même pas sûr que d'ici 1000 ans ou 2000 ans, nous soyons encore sur Terre. D'autres espèces nous remplaceront. Je pense aux pieuvres, aux poulpes, qui sont plus intelligents que nous, etc. Cette réparation, ce serait d'imaginer qu'à un moment donné, la nature puisse s'adapter plus rapidement encore
que ce que nous lui faisons subir. Si on veut vivre avec le système vivant sous des formes qui laissent de la place au système vivant pour qu'il existe dans sa diversité, etc., ben, nous, en tant qu'humains, il faut être dans des régimes, on peut dire, d'attention différentes, d'alerte, d'observation. Nous, on vit dans un monde de production. Et on appelle justement l'époque dans laquelle on est aussi une époque de productivisme. Non? Et je trouve que cette primauté de la production sur une logique de la reproduction, donc qui est attentif à maintenir les conditions de sa propre existence, est ce qui nous a piégés vers des schémas qui ne sont pas durables. La logique reproductive est une logique, par exemple, qui ne te fait jamais prendre plus de ce qui est nécessaire au système vivant pour continuer à pouvoir fonctionner. C'est-à-dire, c'est toutes ces règles-là de dire, OK, je prends le miel des abeilles, j'en prends 2/3 parce qu'un tiers doit rester aux abeilles pour leurs exigences de reproduction. Donc, c'est toujours une manière de prendre en donnant. Il était question de présenter des collections de papillons qui, par mimétisme, imitaient des œuvres d'art. Qui dit collection de tableaux, de peintures et collection muséale. Or, dans les musées, par exemple, il y a des collections de peintures flamandes. Tout comme en Italie, il y a des collections de peintures italiennes. Bon, déjà, je suis parti de ça. D'autres choses. Dans le mot envol, il y a le mot vol. Et je pense qu'on ne peut pas créer sans aller chercher dans ce qui a déjà été fait. Il faut voler chez ceux qui ont su nous présenter des choses absolument excellentes. C'est la fonction profonde de l'art, d'échapper au bout du compte à la graffiti, qui, même si elle existe, de la regarder, mais dans l'envol, de la regarder de haut, et puis d'en faire autre chose. Étrange comme peinture, parce que c'est une peinture avec une lumière qui vient du bas, tu vois? Ouais, c'est beau. Et elle a vu le bain d'Ingres, forcément, tu vois, elle s'est inspirée du bain. Tu aimes bien? Ouais, moi j'aime bien, c'est très beau. Bon, bah écoute, je la retiens. Non, c'est pas très probant. Il y a... Je me suis rendu compte que les livres délivrent. Un livre délivre. Ça délivre de l'obligation de se tenir au courant de tout, de cette injonction permanente d'être au courant, de s'informer, de répondre aux mails, de répondre aux sollicitations multiples. C'est tout simplement la tyrannie de l'écran. Or, la page d'un livre n'est pas un écran, elle ne fait pas écran, elle révèle. Le livre, c'est un objet physique qu'on a plaisir à manipuler et qui est véritablement un éventail de connaissances et de savoirs, mais dans le même temps aussi peut, à tout moment, nous délivrer à nouveau une image, un texte qui nous manque, parce que je pense que la culture répond à un manque, et ce manque, il est tout simplement dû à la barbarie du monde. Et donc l'art, pour moi, est un moyen de résistance. C'est un acte, comme disait Gilles Deleuze, c'est un acte de résistance, l'acte de création.